La pluie tambourinait contre les vitres, comme si le ciel lui-même avait décidé que cette journée ne devait pas se dérouler dans la paix. Thomas Berger se tenait immobile dans l'encadrement de la porte de sa chambre, la main toujours crispée sur la poignée. Son regard était fixé sur le téléphone portable de sa femme, posé sur la table de chevet. Le message qu'il avait aperçu par hasard lorsque l'écran s'était allumé, s'était gravé dans sa mémoire: « Je suis impatient de te voir demain. Le temps sans toi est insupportable. » Le message provenait d'un certain Michael, un nom que Thomas ne connaissait pas ou du moins, pensait-il ne pas connaître. Après 27 ans de mariage, il avait cru connaître tout le monde dans la vie de Marianne. Il avait cru la connaître, elle. Lorsque Marianne sortit de la salle de bain, les cheveux encore humides après sa douche, elle se figea en voyant son mari. « Qui est Michael ?» demanda Thomas d'une voix qu'il reconnut à peine. Elle sonnait creux, comme si elle venait d'un puits profond. « Que veux-tu dire ?» Marianne serra davantage son peignoir autour d'elle, un geste de protection involontaire. « Tu as reçu un message. » Thomas fit un signe de tête en direction du téléphone. « D'un certain Michael, qui est impatient de te voir demain. » Marianne s'approcha de la table de chevet et prit son téléphone. Ses doigts glissèrent sur l'écran pendant qu'elle lisait le message. Thomas observait chacune de ses réactions, à la recherche de signes de culpabilité ou de gêne. C'est Michael Schumann, le nouveau directeur marketing de la fondation. Nous avons une réunion demain concernant la campagne de collecte de fonds. Elle reposa le téléphone et le regarda droit dans les yeux. À quoi pensais-tu donc ? Thomas voulait la croire. Il voulait croire que l'intensité du message n'était que le fruit de sa propre interprétation, que sa femme, la femme avec laquelle il avait partagé près de 3 décennies de sa vie, lui était fidèle. Mais quelque chose en lui, une sensation lancinante qu'il ne parvenait pas à nommer, refusait d'accepter son explication. Ça sonnait plus personnel. Marianne soupira profondément. Thomas, je suis fatigué. La journée a été longue. Michael est nouveau dans l'équipe, et il est enthousiaste. C'est tout. Elle se dirigea vers son armoire et commença à se changer pour la nuit. Thomas resta planté dans l'encadrement de la porte, incapable de se débarrasser de ce sentiment de malaise. Cette nuit-là, Thomas dormit à peine. Il resta éveillé, écoutant le souffle régulier de sa femme à côté de lui, se demandant si elle dormait vraiment aussi, comme lui, elle était éveillée et pensait à quelqu'un d'autre. Les semaines suivantes se déroulèrent dans une étrange tension. Thomas observait Marianne plus attentivement, prêtant attention à chaque détail, la fréquence à laquelle elle regardait son téléphone, les fois où elle restait plus longtemps au travail, si elle sentait différemment quand elle rentrait à la maison. Il avait honte de sa méfiance, mais il ne pouvait pas l'arrêter. Comme un virus, elle s'était installée dans sa pensée. Marianne sentait son changement. Comment aurait-elle pu ne pas le sentir ? Après tant d'années de mariage, il reconnaissait les humeurs de l'autre mieux que les leurs. Elle essayait de lui en parler, mais Thomas esquivait. « Est-ce le travail ?» demanda-t-elle un soir, alors qu'ils étaient ensemble dans la cuisine. Thomas ne travaillait plus comme architecte depuis sa retraite anticipée il y a 3 ans, tandis que Marianne travaillait comme coordinatrice de programme dans une fondation culturelle. Non, ce n'est pas le travail. Il se concentra sur les légumes qu'il coupait, évitant son regard. Alors quoi ? Tu es différent. Distant. Thomas posa le couteau et la regarda enfin. Tu connais un Michael Schumann ? Les yeux de Marianne s'écarquillèrent légèrement. Le directeur marketing ? Bien sûr que je le connais. Nous travaillons ensemble. Tu le vois souvent ? Thomas, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un collègue. Je le vois en réunion, parfois au déjeuner avec l'équipe. Seulement professionnellement, donc ? Marianne le fixa, incrédule. Tu crois sérieusement que j'ai une aventure avec lui ? La franchise de sa question le prit au dépourvu. Il n'avait pas voulu formuler ses soupçons aussi clairement, mais maintenant, ils étaient suspendus entre eux, tangibles comme la vapeur qui s'échappait de la casserole. Je ne sais pas quoi croire. Tu es tellement absente ces derniers temps. Marianne secoua la tête, sa voix était calme, mais Thomas pouvait y entendre la colère contenue. Je suis absente ? C'est toi qui me parles à peine depuis des semaines. Qui me regarde comme si j'étais une étrangère. Et maintenant, tu m'accuses d'infidélité ? Je ne t'accuse pas. Je demande simplement. Non, Thomas. Ce n'est pas une question. C'est une accusation. Elle enleva son tablier et le jeta sur le plan de travail.
Je vais marcher. J'ai besoin de prendre l'air. Avant qu'il puisse répondre, elle avait quitté la cuisine. Quelques secondes plus tard, il entendit la porte d'entrée se refermer derrière elle. Thomas était seul dans la cuisine, entouré des préparatifs à moitié terminés pour un dîner qu'il ne partagerait probablement pas. Il se demandait s'il réagissait de manière excessive, si ses angoisses et ses incertitudes le poussaient à des conclusions sans fondement dans la réalité. Mais il se rappela le message et les petits changements dans le comportement de Marianne ces derniers mois. Comment elle s'était soudainement souciée davantage de son apparence, avait acheté de nouvelles robes, était allée plus souvent chez le coiffeur. Comment elle répondait parfois à des appels le soir en s'isolant dans une autre pièce. Étaient-ce les signes d'une liaison ou simplement les changements normaux d'une femme qui, à 55 ans, connaissait une nouvelle impulsion professionnelle? Thomas l'ignorait, mais cette incertitude le rongeait comme une bête affamée. Marianne errait sans but dans les rues de son quartier, à Munich-Schwabing. Le soleil couchant projetait de longues ombres entre les élégants immeubles anciens, et des gens étaient assis aux terrasses des cafés, profitant de la douceur printanière. Elle les enviait pour leur normalité insouciante. Les soupçons de Thomas l'avaient atteinte plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Non seulement parce qu'ils étaient infondés, mais parce qu'ils révélaient à quel point ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Quand avaient-ils cessé de se faire confiance? Quand leur complicité s'était-elle transformée en cette relation fragile, empreinte de méfiance? Sans l'avoir consciemment planifiée, elle se retrouva devant le petit restaurant italien où Thomas et elle avaient souvent mangé. Sur une impulsion, elle y entra et s'assit à une table près de la fenêtre. « Madame Berger. Quel plaisir de vous voir. » Le propriétaire, Signor Rossi, s'approcha en souriant. « Monsieur Berger n'est pas avec vous aujourd'hui? » « Non, aujourd'hui je suis seule. » Elle se força à sourire. Alors qu'elle buvait son vin en attendant son plat, son téléphone vibra. Un message de Michael, le feedback sur la présentation était excellent. L'équipe est ravie. Merci pour ton aide. Marianne fixa le message. Il était parfaitement innocent, professionnel, et pourtant elle savait que Thomas le verrait comme une preuve de ses soupçons. Elle posa le téléphone écran contre la table. Quand son plat arriva, elle n'avait plus d'appétit. Elle mangea machinalement, ses pensées tournant autour de la situation à la maison. Ce n'était pas la première fois que Thomas était jaloux, mais c'était la première fois que sa jalousie était si intense, si menaçante. Après le repas, alors qu'elle s'apprêtait à payer, elle entendit une voix, « Marianne ? C'est bien toi. » Elle leva les yeux et vit Jürgen Weber, un vieil ami de l'université. Elle ne l'avait pas vu depuis des années. Jürgen. Quelle surprise! Il s'assit à côté d'elle, et ils passèrent l'heure qui suivit à échanger de vieux souvenirs et à parler de leur vie actuelle. Jürgen était veuf, sa femme était décédée d'un cancer il y a 2 ans. Il parla ouvertement de son deuil et de sa solitude, et Marianne se surprit à lui raconter les problèmes qu'elle avait avec Thomas. « On dirait qu'il a peur de te perdre, » dit Jürgen pensivement. « Parfois, nous projetons nos propres angoisses sur les autres. Mais pourquoi maintenant? Après toutes ces années ?» Jürgen haussa les épaules. Les gens changent. Peut-être qu'il se sent insécure, maintenant qu'il ne travaille plus et que tu as toujours du succès. Ces mots la touchèrent au vif. Thomas avait changé depuis sa retraite anticipée. Il était devenu plus silencieux, plus replié sur lui-même. Ne l'avait-elle pas remarqué, ou l'avait-elle ignoré, trop préoccupé par sa propre carrière? En disant au revoir à Jürgen, ils échangèrent leur numéro de téléphone et promirent de rester en contact. Sur le chemin du retour, Marianne se sentit curieusement légère, comme si la conversation avec un vieil ami qui la connaissait sans le fardeau des dernières années, avait libéré quelque chose en elle. Quand Marianne rentra à la maison, Thomas était assis dans le salon, un livre à la main qu'il ne lisait manifestement pas. « Où étais-tu » demanda-t-il, sa voix se voulant neutre. « J'étais au restaurant. »« Chez Rossi. » Elle accrocha sa veste et s'assit en face de lui. « Thomas, il faut qu'on parle. » « De quoi ? » ? « De ce qui se passe ici. De tes soupçons. » Thomas ferma son livre. « Ce ne sont pas des soupçons. Ce sont des questions. Des questions qui impliquent que je te trompe. » Marianne se pencha en avant. « Je n'ai jamais eu de liaison avec Michael, ni avec personne d'autre. Je t'aime, Thomas. Depuis 27 ans. Cela n'a pas changé. » Thomas resta longtemps silencieux, les yeux rivés sur ses mains. « Je veux te croire, dit-il finalement. Mais quelque chose a changé.
tu as changé. Les gens changent, Thomas. C'est normal. J'ai changé, tu as changé. Mais cela ne veut pas dire que je n'accorde plus de valeur à notre mariage. Thomas hocha lentement la tête, mais Marianne pouvait voir qu'il n'était pas convaincu. La soirée se termina par une trêve inconfortable, avec des conversations polies et superficielles sur des banalités, tandis que les vrais problèmes restaient tus. Dans les jours qui suivirent, Thomas sembla s'efforcer de réprimer ses soupçons. Il ne posait plus de questions sur Michael, ne faisait plus de commentaires quand Marianne rentrait tard ou quand son téléphone sonnait. Mais sa méfiance était comme un troisième invisible dans leur relation, toujours présente, toujours perceptible. Marianne essaya de normaliser la situation. Elle proposa des activités communes, cuisina les plats préférés de Thomas, engagea des conversations sur des sujets qui l'intéressaient. Mais tout cela semblait forcé, comme s'ils jouaient tous les deux des rôles dans une pièce de théâtre dont ils avaient oublié le script. Un soir, alors que Marianne avait une importante réunion de projet et rentrait tard, elle trouva Thomas dans leur bureau commun, son ordinateur portable ouvert devant lui. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, le cœur soudainement battant plus vite. Thomas leva les yeux, son visage affichant un mélange de culpabilité et de défi. « Je voulais vérifier quelque chose. »« Sur mon ordinateur portable ?»« Sans me demander ?»« Je n'arrivais pas à te joindre. »« Cela ne te donne pas le droit de fouiller dans mes affaires personnelles. »« Tu as aussi lu mes emails ?» Quand il ne répondit pas, elle connut la réponse. « Je n'arrive pas à croire que tu me fasses si peu confiance. » La confiance, ça se mérite. Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Après 27 ans, je n'ai pas mérité ta confiance? Après tout ce que nous avons traversé ensemble? Thomas se leva, ses mouvements raides. Je vais me coucher. On devrait en parler demain, quand nous serons tous les deux plus calmes. Mais Marianne ne pouvait pas attendre. Non, on en parle maintenant. Qu'est-ce que tu cherchais? Des preuves d'une liaison qui n'existe pas? Des emails d'un amant qui n'est pas là. Le visage de Thomas se durcit. Je sais que quelque chose ne va pas. Je le sens. Tu es différente. Oui, je suis différente. J'ai 55 ans, je change, mon corps change, mes intérêts changent. Mais mon amour pour toi n'a pas changé. Des larmes lui montèrent aux yeux. Du moins, c'était le cas jusqu'à ce que tu commences à me traiter comme une suspecte. Elle prit son ordinateur portable et quitta la pièce, le silence de Thomas étant plus bruyant que n'importe quelle réplique. Cette nuit-là, Marianne dormit dans la chambre d'amis, pour la première fois de son mariage. Les semaines passèrent, et le fossé entre Thomas et Marianne se creusa. Ils vivaient côte à côte, partageaient les repas et les pièces, mais plus leurs pensées ou leurs sentiments. Les soupçons de Thomas étaient devenus une prophétie autoréalisatrice, en soupçonnant Marianne d'infidélité, il avait créé une distance émotionnelle qui était désormais réelle. Marianne se réfugia dans son travail. La fondation préparait une grande exposition d'art contemporain, et elle passait de longues heures à coordonner les différents intervenants. Michael était un membre important de l'équipe, et malgré les soupçons de Thomas ou peut-être justement à cause de cela une étroite collaboration professionnelle se développa entre eux. Entre-temps, Marianne restait en contact avec Jürgen. Ils se rencontraient parfois pour un café ou un dîner, toujours en public, toujours juste pour parler. Jürgen devint un point d'ancrage dans sa vie de plus en plus agitée, quelqu'un qui l'écoutait sans la juger, qui comprenait ses sentiments sans rien attendre d'elle. Un vendredi soir pluvieux, après une journée particulièrement éprouvante au travail, Marianne retrouva Jürgen dans un petit café près de la fondation. Elle avait envoyé un message à Thomas pour lui dire qu'elle dînait avec des collègues, un petit mensonge qui lui semblait désormais normal. « Tu as l'air épuisé, » dit Jürgen quand elle s'assit. La semaine a été longue. Elle prit une gorgée du vin qu'il avait déjà commandé pour elle. Et ça ne s'arrange pas à la maison. Toujours les mêmes problèmes. C'est de pire en pire. Thomas vérifie mon téléphone quand je suis sous la douche. Il demande aux voisins quand je rentre. Il est obsédé par l'idée que je le trompe. Elle secoua la tête. Ce qui est ironique, c'est que je n'ai rien fait, mais ses soupçons me poussent à me comporter comme une coupable. J'efface les messages, j'invente des excuses pour sortir, comme maintenant. Jürgen la regarda avec compassion. Ça n'a pas l'air sain, Marianne. Je sais. Elle fixa son verre de vin. Parfois, je me demande si ce ne serait pas plus simple. Quoi? Si j'avais vraiment une liaison.
Si je dois déjà en assumer la culpabilité, pourquoi ne pas aussi avoir le plaisir? Elle leva les yeux, effarée de ses propres paroles. Jürgen croisa son regard, ses yeux empreints de chaleur et de compréhension. C'est ce que tu veux. La question flottait entre eux, chargée de possibilités inexprimées. Marianne pensa à Thomas, à leur mariage, aux années qu'ils avaient partagées. Et puis elle pensa aux derniers mois, à la méfiance, aux reproches, à la solitude. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. Je sais seulement que je ne peux plus continuer comme ça. En rentrant chez elle plus tard dans la soirée, Thomas était encore éveillé, l'attendant dans le salon. Comment s'est passé le dîner avec les collègues, demanda-t-il, sa voix neutre, mais ses yeux vigilants. Bien. Fatigant. Nous avons parlé de la prochaine exposition. Un autre petit mensonge qui rejoignait tous les autres, dressé désormais entre eux. Thomas acquiesça, sans rien ajouter. Quand ils se couchèrent, ils étaient allongés côte à côte comme des étrangers, chacun de son côté, l'obscurité entre eux comme un océan. Le point de rupture survint un banal mardi soir. Marianne avait une réunion tardive et rentra chez elle pour trouver Thomas assis à la table de la cuisine, devant lui étaler des extraits de textos et textos, avec Jürgen, avec Michael, avec d'autres collègues. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, même si elle le savait parfaitement. « Des preuves, » dit Thomas calmement. « Des preuves que je ne suis pas fou. » Marianne s'approcha, remarqua les passages soulignés dans les messages. Des conversations anodines avec Michael concernant des détails de projet. Des messages amicaux avec Jürgen, des rendez-vous pour boire un café, des discussions sur des livres et des films. Rien de romantique, rien de sexuel. Mais aux yeux de Thomas, la simple existence de ces conversations, qu'il ignorait, était une preuve suffisante. Ce sont des conversations normales, Thomas. Avec des amis, avec des collègues. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ce Jürgen? Pourquoi le rencontres-tu en cachette? Ce n'est pas en cachette. C'est un vieil ami de l'université. Nous nous sommes retrouvés par hasard. Et ces messages avec Michael? J'ai hâte à demain. Ça va être fantastique. Qu'est-ce qui est si fantastique, Marianne? La présentation pour les principaux sponsors. C'était une présentation importante que nous avons préparée pendant des semaines. Elle sentit la colère monter en elle. Comment as-tu eu ces messages? Tu as piraté mon téléphone? Thomas n'avait même pas l'air coupable. Je devais savoir ce qui se passait. Non, Thomas. Tu voulais trouver des preuves de quelque chose que tu crois déjà. Tu as cherché une confirmation, pas la vérité. Elle fixa les extraits, toutes ces conversations privées que Thomas avait épluchées, à la recherche d'indices d'une infidélité qui n'avait jamais eu lieu. Quelque chose en elle se brisa à cet instant, le dernier brin de confiance, le dernier espoir qu'il puisse surmonter cette crise. Je ne peux pas vivre comme ça, dit-elle doucement. Pas sous une surveillance constante, des soupçons constants. Alors dis-moi la vérité, exigea Thomas. Dis-moi que tu n'as pas de liaison. Je te l'ai dit 100 fois, Thomas. Je n'ai pas de liaison. Mais tu sais quoi? Peut-être que je devrais en avoir une. Peut-être que tu le mérites. Les mots étaient cruels, nés de la frustration et de la blessure. Le visage de Thomas se décolora. Alors tu l'admets? Non, je n'admets rien. Je dis que ta méfiance a détruit notre mariage. Que ton obsession de trouver des preuves de mon infidélité a empoisonné toute confiance entre nous. Elle attrapa son sac. Je dors chez une amie ce soir. J'ai besoin de prendre de la distance. Chez quel ami? Chez Jürgen? La voix de Thomas était amère. Marianne ne répondit pas. Elle quitta la cuisine, quitta la maison qu'elle avait autrefois appelée son foyer. Elle appela Jürgen en conduisant dans les rues nocturnes, sa vision brouillée par les larmes. « Est-ce que je peux dormir chez toi ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Juste pour dormir. Je ne peux pas rentrer chez moi tout de suite. »« Bien sûr, » répondit-il sans hésiter. « Ma porte est toujours ouverte. » Quand elle arriva chez lui, il l'attendait déjà avec une tasse de thé et une étreinte qui ne formulait aucune exigence. Elle lui raconta les extraits, les accusations de Thomas, le sentiment de trahison, non par l'infidélité, mais par le manque de confiance. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, » dit Jürgen. « Dans la chambre d'amis, bien sûr. »« Merci. » Elle esquissa un faible sourire. « C'est bon d'avoir un ami. »
Cette nuit-là, seule dans la chambre d'amis de l'appartement de Jürgen, Marianne pensa à son mariage, aux années passées avec Thomas, à l'amour qu'ils avaient autrefois partagé. Et elle pensa à l'avenir, un avenir incertain, où plus rien ne semblait sûr. Les jours passés chez Jürgen se transformèrent en une semaine. Marianne alla travailler, continua à vivre sa vie, mais elle ne rentra pas chez elle. Thomas appelait, envoyait des messages parfois furieux, parfois implorants, parfois accusateurs. Elle répondait brièvement, disant qu'elle avait besoin de temps. Dans l'appartement de Jürgen, elle trouvait une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pas de regard scrutateur, pas d'accusations cachées, pas besoin de se justifier. Au petit déjeuner, ils parlaient de livres, au dîner de politique, et tard dans la nuit parfois de choses plus profondes, de pertes, de solitude, d'occasions manquées. Après la mort d'Heidi, j'ai cru que je ne serais plus jamais heureux, confia Jürgen un soir, alors qu'ils étaient assis sur son balcon avec un verre de vin. Mais on apprend à vivre avec le vide. On le remplit avec autre chose. Comme quoi? Des amitiés. Du travail. De petits plaisirs. Il lui sourit. Des conversations comme celle-ci. Marianne lui rendit son sourire. Oui, des conversations comme celle-ci. Cela se produisit lors de son 10e jour dans l'appartement de Jürgen. Ils avaient cuisiné ensemble, une recette compliquée qui demandait beaucoup de travail d'équipe. Ils rirent d'une sauce ratée, et soudain, ils se sentirent très proches, sa main sur son épaule, son regard sur ses lèvres. Le baiser se produisit comme de lui-même, naturellement, comme s'il n'avait attendu que le bon moment. Et peut-être que c'était le cas, inconsciemment, depuis leur première rencontre au restaurant. Quand ils se séparèrent, Jürgen la regarda sérieusement. « Tu es sûr ?» Marianne pensa à Thomas, à ses accusations, à la méfiance qui avait étouffé leur amour. « Non, » répondit-elle honnêtement. « Mais j'en ai quand même envie. » Cette nuit-là, Marianne ne dormit pas dans la chambre d'amis. Le lendemain matin, elle se réveilla avec des sentiments mitigés de la culpabilité, certes, mais aussi un étrange soulagement, comme si elle s'était enfin débarrassée d'un fardeau qu'elle portait depuis trop longtemps. Le fardeau d'être parfaite, irréprochable, au-dessus de tout soupçon. « Tu regrettes ?» demanda Jürgen en lui tendant une tasse de café. « Je devrais regretter, » dit-elle. « Mais je ne regrette pas. Pas vraiment. » Elle prit une gorgée de café. « Qu'est-ce que ça signifie pour nous ? » Ce que tu veux que ça signifie. Il s'assit à côté d'elle. « Je n'ai pas d'attente, Marianne. Je suis là si tu as besoin de moi, en tant qu'amie ou plus. Mais je ne te forcerai à rien. » Elle posa sa main sur la sienne. « Merci. Pour tout. » Ce jour-là, Marianne alla au travail avec une sensation nouvelle, non pas de la fierté pour ce qu'elle avait fait, mais une sorte de libération. Les soupçons de Thomas l'avaient enfermée dans une cage, et maintenant, paradoxalement, elle avait trouvé un moyen d'en sortir en réalisant ses pires craintes. Une semaine plus tard, Marianne rentra chez elle pour parler à Thomas. Elle avait décidé d'être honnête non par cruauté, mais parce qu'elle croyait qu'ils méritaient tous les deux la vérité, aussi douloureuse fût-elle. Thomas ouvrit la porte, le visage marqué par des nuits blanches et des inquiétudes inexprimées. « Tu es revenu, dit-il, de l'espoir dans sa voix. »« Seulement pour parler, » répondit-elle. « On peut s'asseoir ?» Ils s'assirent dans le salon, la pièce emplie de souvenirs de moments plus heureux. « J'ai une liaison, » dit Marianne directement. « Avec Jürgen. » Le visage de Thomas ne montra aucune surprise, seulement une tristesse profonde et résignée. « Je le savais. »« Non, Thomas, tu ne le savais pas. Quand tu as commencé à me soupçonner, il n'y avait rien à savoir. Je t'étais fidèle, en pensée et en acte. » Elle hésita, cherchant les mots justes. « Mais ta méfiance, tes soupçons constants, ils ont changé quelque chose en moi. Ils m'ont poussé dans un coin où je ne voyais que deux options, soit vivre éternellement sous suspicion, soit réaliser la suspicion. Donc tu me reproches ça ? » La voix de Thomas était basse, contenue. « Non. La décision était la mienne. La responsabilité est la mienne. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Mais notre mariage était déjà abîmé, Thomas. Pas par une liaison, mais par un manque de confiance. Et maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? » Marianne prit une profonde inspiration. « Je pense qu'on devrait se séparer. Au moins pour un temps. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux vraiment. » Thomas hocha lentement la tête,
comme s'il avait attendu cette réponse. Et Jürgen? Tu l'aimes? Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être qu'il n'est qu'un symptôme de quelque chose d'autre ou de mon besoin de compréhension, d'acceptation. Elle se leva. Je vais préparer quelques affaires. Je reste chez lui pour l'instant. Alors qu'elle rassemblait ses vêtements et ses effets personnels, Marianne ressentit un étrange mélange de tristesse et de libération. Le mariage qu'elle avait cru indestructible était en ruine, en partie à cause de ses propres actes. Pourtant, simultanément, elle ressentait une ouverture vers l'avenir, une possibilité de se redécouvrir au-delà des rôles d'épouse et de prétendue trompeuse. Thomas se tenait sur le pas de la porte alors qu'elle portait ses sacs vers la voiture. « Est-ce que ça valait la peine ?» demanda-t-il, la voix brisée. Marianne s'arrêta, réfléchit à la question. « Je ne sais pas », répondit-elle honnêtement. « Mais je sais que je ne peux pas revenir à ce qui était. Personne ne le peut. » Alors qu'elle s'éloignait, elle jeta un dernier regard dans le rétroviseur et vit Thomas debout dans l'allée, une silhouette solitaire devant la maison qui avait autrefois été leur foyer commun. Un sentiment de tristesse l'envahit, non seulement pour la fin de son mariage, mais aussi pour la façon dont il s'était terminé dans un cycle de méfiance, de soupçons et finalement de trahison. L'avenir s'étendait devant elle, incertain et complexe. Avec Jürgen? Seul? Revenir vers Thomas, après une période de guérison? Elle ne savait pas. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait que la décision lui appartenait réellement.